jours, en République démocratique du Congo comme ailleurs, le pouvoir ne se prend pas seulement, il se raconte. Il ne se gagne pas seulement dans les urnes, il se construit dans les esprits. Une phrase peut vous élever, un silence peut vous anéantir, une image peut vous transformer en héros ou en paria. Je m'appelle Dario Miji, j'ai été dans les coulisses du pouvoir. J'ai façonné des carrières et j'en ai vu d'autres se défaire. Aujourd'hui, je lève les voiles sur les règles non écrites de la communication politique en RDC. Un monde où chaque mot est une arme. Une jungle où, très souvent, la perception vaut plus que la réalité. Alors comment ça marche vraiment ? Pendant longtemps, la communication politique en RDC avait un centre et un rythme. La presse écrite et la voix de l'État donnaient le « là ». Le contrôle était vertical, presque militaire. Mais la révolution numérique a tout changé. Le champ de bataille est désormais multiple, rapide et sans règles. Je crois qu'avec les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de le faire passer. Les journalistes se sont presque chacun devenus, je parle du cas du Congo, patron d'une entreprise. Donc quand il estime qu'il peut faire passer ce message-là, il les fait passer. Donc je dirais qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. On ne pouvait pas si facilement faire passer le message politique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très aisé, très facile. À $100, $200. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis, vous remarquerez que la plupart des journalistes qui ont un nom ici au Congo ne font pas de l'information. Moi, je suis un journaliste, je sais ce que j'ai dit. La plupart ne font pas de l'information. Ils portent des opinions de groupes, des individus déterminés. Vous savez que tel, il a l'habitude de relayer les opinions de tel acteur politique. Et quoi qu'on en dise, lui met toujours ces opinions-là en valeur. Tout d'abord, il faut comprendre l'enjeu. Les challenges des médias, c'est l'audimat, puisque c'est l'audimat qui va en réalité. Tous les politiques ne s'accrochent qu'à des médias ou à des journalistes et aujourd'hui des influenceurs qui ont une certaine visibilité, qui ont une certaine capacité d'influence des cibles. Alors c'est à ces gens, vers ces gens-là qu'on va. Ça, c'est la première phase. Quand tu as réussi à avoir ton audimat, c'est là que ça commence à se négocier. Et la question est tellement complexe que ça challenge directement la crédibilité et, je vais dire, l'indépendance de la presse. L'adage, tout le monde la connaît. Si tu veux voir pour qui un journal roule ou un journaliste roule, vois simplement qui paye l'encre, tout va de soi. Et donc, ces plateformes, ces médias, aujourd'hui nos médias pratiquement tous, sont associés à des personnalités ou à des institutions et les business models est tel qu'ils sont obligés de rester dans ces cas de figure pour survivre, pour subsister. Il n'y a pratiquement pas de médias qui soient réellement indépendants. Autrement, ce serait impossible. Sinon, quelles seraient les sources de financement de ces médias-là? Et donc, la question est complexe. L'indépendance des médias a vraiment une marge de manœuvre assez négligeable dans notre contexte. En RDC, beaucoup confondent encore attachés de presse et conseillers en communication. L'un se contente de diffuser vos activités, l'autre protège et développe votre marque politique. Et en politique, la communication, c'est la mère de l'art de gouverner. Pour qu'un politicien rende ses actions captivantes, que ses actions restent dans le temps, que ses actions deviennent des légendes, il faut une communication holistique. Mais malheureusement aujourd'hui, on a réduit la portée de ce que c'est la communication, la com comme on le dit. La communication, c'est pas avoir un texte et puis l'envoyer aux influenceurs sur X, sur TikTok, sur Facebook, qui vont relayer le même texte, mot par mot, virgule après virgule. C'est pas ça la communication. C'est la diffusion, on peut vous la concéder. La communication, c'est d'abord l'idée. La communication, c'est la conception. La communication, c'est de la stratégie. La communication, c'est de la création.
La communication, c'est de l'invention. Il faut partir du nul, trouver dans le cosmos une idée, trouver un canal par lequel le faire passer et faire en sorte que la population, les citoyens l'épousent. Et ce travail-là, c'est un travail qu'il faut laisser aux communicants, aux experts en communication. Donc, un attaché de presse n'est pas un communicant. Il va filmer, il va donner aux journalistes, ils vont diffuser, mais les communicants se posent des questions fondamentales. Est-ce que ce message est bien reformulé? Est-ce que ce message doit passer par tel canal ou tel autre? Est-ce que c'est le moment de faire passer un tel message? Ça, c'est les communicants. Et les communicants ne se limitent pas, parce que c'est souvent ça l'habitude, au message écrit. La communication non verbale en politique. La communication non verbale, c'est la coiffure de la personnalité que vous accompagnez, c'est son habillement, c'est sa posture. Donc, c'est autant des questions qui environnent la gestion de la chose publique, la politique, les personnalités publiques. La communication reste donc les cerveaux moteurs de toute action publique. Et pour ça, je le dis, il faut des experts, il faut des communicants. Il faut le dire, la grosse bêtise pour la plupart des politiques, c'est de confondre attaché des presses et chargé des coms ou spin doctor ou responsable des coms. Au fait, il y a une très grande différence entre cet expert qui est outillé, un stratège au fait de la communication, un stratège qui sait mettre en place une dynamique, un dispositif qui accompagne l'image des marques des politiques concernés pour l'accompagner, pour le faire croître en image, en termes d'image, en termes de visibilité, pour susciter de l'empathie autour de lui et mettre en lumière son travail, la qualité de son travail. Et très souvent, les politiques, quand ils sont nommés, ils ont tendance à penser qu'un journaliste est forcément un expert en communication qui pourrait être à même de mener cette tâche. C'est une grosse erreur et beaucoup payent les prix puisque très souvent, les modèles, les standards des journalistes, c'est de prendre les faits, l'activité du ministère, de traiter l'info comme en format reportage télé, article de presse, de publier, de diffuser sur un certain nombre de médias. Or, la question est bien plus complexe que cela. Il s'agit d'avoir une dynamique, une stratégie globale d'accompagnement de la personne, puisque les politiques accompagnées et en réalité l'image des marques, il faut toute une stratégie derrière. De la même manière qu'on préserve l'image des Coca-Cola, de la même manière on est censé préserver l'image du politique qu'on accompagne. Et beaucoup ne comprennent pas, ne maîtrisent pas cette donne-là et ils se résolvent à penser que tout journaliste est forcément un expert en communication, malheureusement. Dès que vous suscitez un intérêt, les attaques commencent. Par conviction, rarement. Par stratégie, souvent. Le but, vous pousser à payer pour leur silence ou pour leur soutien. Les gens aujourd'hui ne réalisent pas les pouvoirs réels des médias. Comme ça, en une heure du temps, la réputation ou la carrière d'une personne peut être complètement bousillée. Et c'est là, grâce aux réseaux sociaux, une petite bourde est reprise et ça va dans tous les sens, c'est parti. Voilà, c'est comme ça, c'est l'effet buzz des réseaux sociaux. Je voudrais parler des faits, je voudrais parler de ma propre expérience. Aujourd'hui, les politiques sont pratiquement obligés de composer avec ce que moi j'appelle des anges gardiens, c'est-à-dire des experts, des professionnels qui sont là, outillés pour à la fois protéger leur image, mais aussi la promouvoir. Il y avait une ministre que je ne peux pas citer naturellement par rapport aux clauses de confidentialité pour notre métier, une ministre qui travaillait et au départ, elle ne faisait pas trop attention à la communication. Aujourd'hui, c'est justement ça l'erreur. Tu n'as pas les droits de ne pas faire attention. L'inaction est en réalité déjà une bêtise. En fait, on peut dire ne pas communiquer est une bêtise. Et
trop communiquer est une sottise, donc il faut un certain équilibre. La ministre faisait son travail, elle estimait qu'elle ne peut convaincre son public, elle ne peut convaincre les autorités, la population, qui est grâce à son travail. Et tout d'un coup, il y avait comme un cartel, comme ça, un groupe des journalistes, un groupe d'influenceurs, attaquaient mais sévèrement la ministre. Et c'était comme ça, tous les jours, matin, midi, soir, des posts, des pics, des posts, des pics, des posts, des pics. Et quand elle vient nous voir, naturellement, j'ai sourié. Mais je sais, c'est un peu monnaie courante. Aujourd'hui, les influenceurs de mauvaise foi qui ont fait de leur influence une monnaie d'échange fonctionnent en cartel ravageur. C'est là que j'ai pique l'expression de l'aîné Christian Dousakweno qui parlait des terroristes du clavier. J'ai dit, Madame la ministre, vous avez affaire à un cartel, on va dire, des terroristes des claviers. Et il suffisait que par personne interposée, j'appelle une personne qui sait gérer ce genre de situation. Je l'appelle et tout d'un coup, voilà, Mère Sololate. Et on les a approchés, on a pu échanger. Et comme par enchantement, les tweets se calment. 2 jours après, tweet positif, article positif. Et c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, il y a des gens qui sont là essentiellement pour nuire. Et on doit se dire des choses vraies. On est obligé de s'adapter d'une certaine manière à une certaine réalité. Il ne s'agit pas de la corruption, mais il s'agit de jouer la carte du connaisseur du terrain, de savoir parler les langages du terrain, c'est-à-dire s'adapter d'une certaine manière. C'est malheureusement ça la réalité. Aujourd'hui, ceux qui se méprennent et qui font abstraction de ces réalités-là, les constatent à leurs dépens. Et il va de soi, ces attaques-là viennent souvent quand c'est la veille des remaniements de gouvernement, quand c'est au niveau des élections. Et voilà, c'est les quotidiens des politiques, il faut s'y faire. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous adapter aux réalités locales. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc je prends le deuxième terme. Vous avez opposé des termes, je prends le deuxième. Vous ne pouvez pas faire autrement. On m'engage, je ne peux que m'adapter aux réalités locales. Mais si, je me dis, pour moi, il y a des lignes rouges que je peux pas franchir. Par exemple, recruter, si je peux dire, entre guillemets, des insulteurs dans les réseaux sociaux, ça, je ne peux pas le faire. Je sais que c'est contre-productif. Il ne faudrait pas que des gens, comme on l'a vu, là, on le voit tout ce temps-ci, depuis que l'UDPS est en responsabilité, on voit des gens qui insultent, mais qui disent les faire au nom de tel ou de tel autre, au plus haut sommet, au niveau le plus élevé de la responsabilité de l'État. Ça, je ne pourrais pas. Mais pour le reste, je ne ferai autrement que m'adapter aux réalités locales. C'est un peu ça. Parce que vous n'allez pas vous abstenir de recourir à telle ou telle méthode pendant que les autres s'y adonnent à cœur joie et que ça produit des résultats. C'est triste de le dire ainsi. Mais voilà, c'est un peu ça. L'Internet, ça va tellement vite et les individus, les influenceurs ont pris tellement de pouvoir. Au fait, la réalité, c'est que c'est des mecs qui sont chez eux et ils ont leur téléphone en train de scroller. Il suffit qu'ils voient une tête qui ne leur plaît pas ou qu'ils sentent, qu'ils flairent, puisqu'ils ont les flairs. Ils savent flairer les opportunités. Ah, je vais attaquer cette autorité, je vais attaquer cette ministre, ces gouverneurs. Et puis bam, il en fait, il y met du sérieux, tac, 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 jusqu'à ce que tu réagisses. Ça va tellement vite, c'est des individus qui sont chez eux, qui causent des torts, parfois aux conséquences incalculables. Il y a des ministres compétents, des autorités compétentes, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur job, simplement parce qu'ils ne savaient pas comment naviguer dans ces mondes-là. C'est malheureusement ça aussi, la réalité d'Internet. C'est vraiment un outil à double tranchant et il faut savoir manipuler, il faut savoir jongler, il faut savoir tenir un expert qui sait
manipuler, parler les langages de ces mondes-là pour vous accompagner. Il vous faut absolument un ange gardien. Autrement, c'est impraticable, c'est impossible, c'est à vos risques et périls, puisque, comme je dis, l'Internet, au fait, c'est un peu la jungle. Et en politique, cette jungle-là se cristallise sur la twittosphère. Aujourd'hui, c'est X, mais j'aime bien les termes. Et comme dans toute jungle, il y a des animaux sauvages, des bêtes féroces qui vous envêlent. Et si vous n'êtes pas prudent, vous serez dévoré, vous serez mangé. Il vous faut justement ces chasseurs qui savent tendre les pièges, qui savent s'adapter à cette jungle-là. X, ex-Twitter, est devenu l'arène principale. Ici se fabriquent les polémiques, se détruisent les réputations, se testent les alliances. On va pas se mentir. Être journaliste ou influenceur ou les deux avec un minimum de 100 000 abonnés sur X, Twitter, dans le contexte de la RDC, ça paie bien quand même. Déjà les tweets ordinaires se négocient de 100 à 300 $, voire 5 cents pour certaines communications spéciales. Si t'as 5 demandes de tweets chaque jour, tu vis pépère. Et là, je ne parle pas des opérations spéciales de com ciblées avec des objectifs bien définis. Attaquer un adversaire politique, promouvoir un autre. Il y a des bases sur les coups mais en réalité ça se deal en fonction des affinités, de la complexité de la mission et des intérêts de l'influenceur qui doit s'assurer qu'il ne tombe pas dans un cas de conflit d'intérêts. Comme les politiques n'ont pas de conviction, ils ne sont pas prêts à se mouiller sur le plateau, ils envoient des gens presque irresponsables qu'on appelle communicateurs. C'est-à-dire c'est des gens qui sont payés pour porter ces idées-là. Qu'importe si cela compromet sa crédibilité, qu'importe si par la suite son camp change d'avis, lui l'essentiel c'est qu'il soit payé. Il y a comme une déresponsabilisation des organisations politiques à travers cette prolifération des communicateurs politiques. Des communicateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de gens répertoriés dans les organigrammes des partis politiques. Qu'il existe quelque part dans un parti politique des structures de communes. Non, c'est presque des structures informelles. On crée ces structures et c'est comme un peu des soldats qu'on envoie au front, prêts à se battre. Qu'importe par la suite, si les faits les démontent, il va revenir vers le bailleur de fonds pour se faire payer et retourner au fond. Et je crois que là, il y a un problème de responsabilité au niveau des médias. Très, très grave. Parce qu'en fait, c'est aux médias de décider à qui donner la parole. Les médias ne peuvent donner la parole qu'à des personnes revêtues d'un statut, qu'à des personnes qui représentent une ressource humaine dans un domaine donné et on peut y aller ainsi de suite. Mais remarquez que comme les médias sont si pauvres et que les présentateurs des émissions eux-mêmes ne vivent pas de leurs revenus, mais vivent de leur plateau, ben alors ils ramassent tous les communicateurs qui arrivent. Quitte à ce que chacun laisse 10 $, 20 $. C'est cela en fait ce phénomène-là. Ça tue en fait les débats publics. Les vrais débats n'existent pas. Ceux qui viennent là, ils ne sont pas responsables des propos qu'ils tiennent. Ils ne sont pas responsables. Ils sont porteurs, ils viennent, c'est comme s'ils livraient une marchandise. Qu'elle soit bonne ou putréfiée, ce n'est pas son souci. Et lui, il retournera le lendemain auprès du bailleur, le bailleur financier viendra. De ma petite expérience, les politiciens n'écoutent pas. Les politiciens n'écoutent pas les conseils de communicants. Pas des communicateurs. Les communicants, ils disent aux politiques ce qu'il doit dire et quand il doit les dire. Les communicateurs, on lui dit ce qu'il doit aller dire et quand il doit les dire. Je crois que la différence est nette. Je recommence. Les communicants disent aux politiques ce qu'il faut dire, quand il faut les dire, par quel canal les dire et pour quel impact. Les communicateurs, ils disent ce que le politicien lui a dit de dire quand le politique a voulu. Et malheureusement, les politiciens adorent les communicateurs que les communicants que nous sommes. Ici, si vous avez à la limite, il vous faut combien? Si vous avez 25 000 $, vous pouvez aligner tout le média un matin ici. Pour les aligner tous. Pourvu que ce ne soit pas une info qui touche
aux intérêts politiques auxquels sont liés ces médias, sinon vous les mettez en difficulté. Ils vous diront, mais ça touche à Félix Tshisekedi, comment on va le faire? On vit de lui. C'est ça le problème. Mais vous pouvez tous les aligner. Et remarquez d'ailleurs, vous l'avez vu, excusez-moi de revenir là-dessus, par exemple, dans l'affaire Moutamba, vous voyez qu'un soir, tous les médias répètent tous la même chose. Hein. Par exemple, dans l'affaire Moutamba. Comment vous pouvez imaginer que des médias disent que cet argent n'a pas été dépensé et que de Moutamba ne peut pas être poursuivi? Pourtant, c'est clair, il y a eu un virement d'un compte à un autre et que tout le monde sait dans cette ville que si cet argent a été gelé dans ces comptes, c'est puisqu'il y a eu une décision de la CNRF, une décision de saisie. Mais les journalistes tous vous disent, presque tous, vous disent, non, cet argent n'a pas été dépensé, Moutamba n'y a pas été touché. N'y a pas touché. Ah, comment ça? Ce n'est pas lui, c'est la CNRF qui a décidé dès la saisie, le temps de poser la question, d'obtenir les explications de la première ministre. Et comme il y a eu un flou tout autour, on a dit, vous maintenez la saisie, le temps de l'enquête. Mais les journalistes vous disent que Moutamba n'y a pas touché. Quand la source dit les comptes et séquestres, tous les journalistes répètent, la plupart répètent les comptes et séquestres. Mais quand finalement le représentant de la Rabobank vient devant la barre à titre de témoin, il vous dit c'est un compte courant. L'arsenal est varié, du deepfake sophistiqué au plus simple des outils, mais souvent le plus dévastateur, la note vocale WhatsApp attribuée à un officiel qui se propage comme un feu de brousse, le faux communiqué à en-tête de la présidence qui sème la confusion pendant des heures critiques, répéter un récit assez de fois, et il devient une vérité. Face à ce chaos, on peut subir ou maîtriser. Le spin doctoring, c'est l'art de maîtriser. Je suis appelé à gérer une communication des crises. Un prélat catholique dans le projet Synco aurait par mégarde, alors qu'un journaliste lui posait des questions, dit nous avons été reçus au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Le journaliste lui pose la question, est-ce que ces gens-là vous ont financé? Il dit oui, ces gens-là nous ont logés, nous ont accueillis convenablement. On a vraiment le soutien de tout ce pays-là. Les journalistes lui posent, est-ce que le Rwanda vous a aussi soutenu? Il dit oui, le Rwanda nous a soutenus. Il sourit pendant qu'il répond. Le journaliste insiste, le Rwanda qui nous agresse vous a vraiment soutenu? Oui, le Rwanda nous a reçus, nous a logés, on a été bien accueillis. Je suis appelé pour gérer cette communication-là. La première chose que j'ai dit aux responsables du projet, c'est que si nous avions été associés d'abord, avant qu'il y ait crise, on aurait évité la crise. C'est la seule manière sur le plan communicationnel de gérer une crise. Il faut commencer par éviter la crise pour qu'elle n'arrive pas. Et pour qu'elle n'arrive pas, vous voulez communiquer? Consultez un communicant. Dites-lui, voici mon message. Comment je le prépare? Quelle posture? Parce que dans cette anecdote, l'un des péchés majeurs, c'était qu'il puisse sourire alors qu'il parlait du Rwanda. C'était une question sensible. Mais parce qu'il y a une sensibilité RDC-Rwanda, quand je réponds à une question qui concerne le Rwanda, je suis dans une posture de dialogue. J'ai une attitude sereine. Je ne souris pas, je ne suis pas relax, parce que l'opinion nationale attend de moi que je condamne le Rwanda. Il faut que j'aie une attitude conséquente. Donc, si je suis consulté avant, j'ai dit, OK, vous allez répondre à cette question de cette manière pour ne pas léser cette sensibilité. Vous ne pouvez pas sourire, vous ne pouvez pas avoir cette posture. Ça nous évite la crise. Mais parce que la crise est arrivée, comment la gérer? Comme je vous ai dit, d'autres boîtes, on va concevoir un message, on envoie à tout le monde, on a un tweet un peu comme aux automates, aux distributeurs, même texte, même virgule et même point. Ce que je propose, je leur dis, on va jouer sur une corde. C'est la corde de la sensibilité pastorale. Ma stratégie donc tourne autour d'un concept. J'ai dit aux gens, il a été logé au Rwanda.
Il a été accueilli. C'est protocolaire. Chaque pays qui reçoit un invité prend soin de les loger, de les nourrir, de l'accorder de la mobilité. Et ça, c'est connu de tous. Et parce qu'il est homme de Dieu, il ne pouvait pas mentir. Il a décidé de dire la vérité. Sinon, il pouvait ne pas répondre. J'ai appelé les influenceurs, j'ai appelé les journalistes, j'ai appelé les communicateurs, je leur ai briefé l'angle des communications. Je leur ai dit, on va communiquer qu'il s'agit d'une vérité absolue, qu'un prélat ne peut pas cacher. S'il a été au Rwanda et qu'il a été logé, il est sincère, il l'a dit. S'il y avait des magouilles, il n'aurait pas dit, il aurait caché. Parce qu'en vrai, les traîtres ne se dévoilent pas. Parce que ce dont il était accusé, c'est qu'il était un traître. En vrai, s'il était traître, il aurait caché l'information. Il aurait donné une information tordue, mais parce qu'il est pasteur, il est homme d'église, il a dit la vérité. Et si c'est ça son péché, on est désolé. Ça n'a pas fait 2 semaines, on a fait baisser sensiblement cette crise. Ce n'est pas de la magie, c'est une architecture qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, le financement de l'influence. Il s'agit d'allouer les ressources nécessaires pour que votre message soit non seulement entendu, mais répété sur au moins 80% des canaux pertinents. Deuxième pilier, la maîtrise du chaos. C'est la communication de crise, l'art de transformer une attaque, un scandale, en une opportunité de reprendre la main sur le narratif. Troisième pilier, la construction du récit. C'est l'art du framing. Présenter un fait brut, une action, un échec même, sous l'angle qui sert votre légende et vos objectifs. Les politiques pensent, pas que le politique, les hommes publics pensent que la communication, c'est aussi facile que de prendre un micro et de passer un message. Non. La communication, c'est d'abord commencer par s'intéresser au contexte du message que vous voulez faire passer, à la manière dont vous le faites passer, parce que vous pouvez avoir un bon message et être un mauvais messager. Et c'est la plupart des cas, c'est ce qui se passe. On a un bon message, on a posé une bonne action, on a fait un bon meeting, on a pris une bonne décision, mais finalement, on n'a pas une stratégie de communication élaborée, laborieuse, pour pouvoir faire face à la surcommunication qui existe, parce que nous vivons dans un contexte de surcommunication avec l'avènement des TikTok, l'avènement des X. Il y a des milliards d'informations qui sont passées par jour. Pour que votre information passe, accroche, il faut de la stratégie, il faut des experts de la com pour se faire. Donc, on ne prend pas un journaliste, on lui dit, écoute, j'ai décidé ça, diffuser dans les médias. Non, on analyse la décision, le message, les canaux, l'angle d'attaque, la particularité du message, l'accroche qu'il faut pour captiver, pour faire tenir l'information ou pour réagir à une intox. Ça, il faut de la force de la com. Et c'est pour ça que des coachs existent. C'est pour ça que les experts en communication existent. Il faut les consulter, il faut être conseillé, parce que le politicien pense qu'il maîtrise tout. Non, la communication ne maîtrise pas qui le veut. On peut avoir fait l'IFASIC et ne pas maîtriser la communication. Il faut avoir absolument des experts qui vous accompagnent pour, premièrement, d'abord préserver votre image. C'est ce qu'on appelle la e-réputation. La e-réputation est la clé. Quand vous perdez, de la même manière dans les mondes réels, dans les mondes physiques, si vous perdez votre réputation, vous sombrez. Et de la même manière sur Internet, il y a la e-réputation à préserver qui est en réalité liée. Puisque quand vous avez une mauvaise réputation, les chefs ont du mal à vous reconduire au prochain gouvernement. Et c'est ça en fait. Imaginez un membre du gouvernement, efficace mais peu apprécié en interne, qui se retrouve soudainement attaqué avec virulence par des médias réputés de l'opposition. Il semble être une victime. Très souvent on le voit chez Pero Louara. Comment ça se fait des ministres qui sont au gouvernement et
par moment, ils sont soit attaqués, soit adulés. Et c'est une stratégie à haut risque. Les buts, c'est faire passer soit pour une victime ou un défenseur farouche du pouvoir, et les tout dans la seule optique d'avoir la sympathie du chef, que les chefs leur portent en tant que victime du système ou défenseur avéré du système. Et malheureusement, ça s'avère parfois efficace. Le cas de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, lors de son premier mandat, est un cas d'école. Des succès diplomatiques concrets, visibles, relayés par une communication sobre et factuelle. Le cas de la ministre Thérèse, c'est exactement quand les savoir-faire s'alignent au faire-savoir. C'est un alignement parfait qui vous met dans une dynamique où vous êtes pratiquement indispensable. Imaginez qu'après les remaniements du gouvernement, la ministre Thérèse soit écartée. C'est pratiquement inimagiable. On pourrait même suspecter les chefs d'être dans un certain angle de contre-gouvernement, puisque tout le monde a vu ça. C'était tellement évident. Mais on ne va pas dire qu'elle a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. C'est simplement une dame intelligente, une dame charismatique qui maîtrise son élément, mais beaucoup d'autres peuvent le faire. Mais elle a si allié son savoir-faire au faire-savoir. Et vous voyez, c'est son dynamisme, elle est toujours là, elle répercute sur tout ce qu'elle fait sur terrain. C'est un cas d'école qui vous rend indispensable, c'est justement ça. L'enjeu, les challenges, la dynamique dans la communication, c'est se rendre indispensable. Il y a l'histoire de ce ministre, unanimement reconnu pour sa compétence. Sous sa direction, son secteur a connu des réformes et a battu des records. Pourtant, lors du remaniement, son nom a disparu de la liste. L'enjeu est tel qu'on peut être compétent et se faire virer simplement par manque de visibilité de son action, de son travail. Puisque, comme je le disais, de nos jours, les faire savoir, son savoir-faire est aussi important que les savoir-faire en lui-même. Donc, on peut perdre son travail, on peut se faire virer sans pour autant être incompétent. Enfin, il y a le cas récent du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Le contexte est explosif. La guerre fait rage à l'Est et l'opinion publique est unie contre le Rwanda et ses alliés congolais présumés, Corneille Nangaa et l'ex-président Joseph Kabila. C'est alors que le gouverneur déclare publiquement « Le Rwanda est notre vrai ennemi. Kabila et Nangaa, ce sont nos frères, on va réparer en famille. » Le choc est immédiat. La phrase est perçue comme une marque de sympathie, voire de complicité, envers ceux que le pouvoir désigne comme des traîtres. La sanction est politique, suspension et convocation à Kinshasa pour une durée indéterminée. Le cas du gouverneur Kiabula, Jacques Kiabula, c'est un cas très éloquent. C'est comme ça qu'on dit que les politiques doivent toujours se faire accompagner d'experts. Mais malheureusement, ce qui se passe dans les cabinets politiques, c'est que les politiques n'aiment pas trop être, s'aligner aux avis d'experts en amont. En fait, en réalité, selon ce que j'ai entendu dire, les gouverneurs Kiabula avaient simplement cherché à dire que les Rwandais est les vrais commanditaires, les vrais ennemis, et que Kabila et Nangaa ne sont que dépendants. Mais dit dans ce sens-là aurait été peut-être moins grave, moins offensant que la manière dont les choses étaient présentées. Et donc un mot de trop, un mot de moins peut faire toute la différence et changer totalement la perception du message. Le ministre de la Défense, il se rend à Bukavu, zone prise en compte par l'AFC M23. Il apparaît en public gilet pare-balles, lui seul. Ses collaborateurs, pas de gilet pare-balles. Un communicant ne lui aurait jamais conseillé une telle posture. C'est une posture de peur. Au-delà du fait qu'il est le seul à être protégé alors que ses collaborateurs ne le sont pas. Lui qui est censé nous sécuriser donne un message de s'être sécurisé lui-même. Il aurait dissimulé les gilets pare-balles
que de les laisser visibles et de renvoyer un message que je suis en danger, à tout moment on peut me tuer, je me sécurise. Ça, c'est les communicants. La communication non verbale, il n'y a pas de texte là-dessus. C'est que les gens doivent percevoir de la posture, de votre habillement, de votre coiffure, des accessoires que vous avez autour de vous. C'est très important, très important. Il faut déposer une marque non verbale de votre personnalité publique, de votre personnalité politique. Il faut dégager ça. On sait vous caricaturer. On sait que lui, la barbe blanche, c'est elle. On sait que cheveux avec traits, c'est Lumumba. C'est de la communication. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent ne pas connaître les discours de Lumumba et tout ça, mais quand ils voient un garçon avec beaucoup de cheveux, très tracé, Lumumba. Puissance de la communication non verbale. La communication politique en RDC n'est pas un vernis. C'est un moteur, un carburant et une armure. C'est un jeu d'échecs où chaque pion est un journaliste, un influenceur, un tweet, une rumeur. La question n'est plus s'il faut communiquer, mais comment pour durer. Dans cette arène, on ne peut plus se permettre d'être amateur. Il faut une stratégie, une équipe et des outils. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de construire une vérité, votre vérité.